Il est 3h20 à ma montre. Vous diriez que connaître l'heure, c'est compter le temps? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est 3h20? Eh bien, ça se réfère à une position donnée du Soleil par rapport à la Terre, de la Lune par rapport à cet ensemble, et ainsi de suite. Il est tout à fait clair que cette position réciproque des astres est une position spatiale, mais que cette position va se reproduire, peut-être demain, peut-être dans 8 jours, peut-être dans un mois, et va se reproduire non pas une fois, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, devant nous dans le temps qui va. Et elle s'est déjà produite 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois derrière nous dans le temps passé. Par conséquent, dire 3h20 sur cette horloge, je vais l'appeler mon planétaire de poche. Car c'est ça, l'horloge c'est un planétaire de poche. Elle indique à un moment une position donnée dans le système du monde. Mais comme cette position se reproduit autant de fois qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire? Il est 3h20, sinon cette position spatiale. Et comme elle revient sans arrêt sur elle-même, c'est bien de l'espace et non pas du temps. Alors, le temps maintenant, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, j'ai envie de dire que si je prends ma montre, vous avez remarqué que le bracelet est un peu usé à gauche, que le verre est un peu rayé parce que quelqu'un a donné un coup d'ongle, que le numéro 9 du côté gauche est un peu effacé. Ma montre est vieille. Alors là, oui, elle dit le temps. Elle ne dit pas le temps parce qu'elle dit qu'il est 3h20. Là, elle ne dit que de l'espace. Mais en tant qu'elle est vieille et que demain elle va s'arrêter, parce que les rouages seront usés, parce qu'elle sera tombée dans l'eau, parce que j'aurai nagé avec elle, et ainsi de suite, elle sera vieille. Et donc là, oui, elle va dire le temps. Elle dit le temps comme moi, lorsque j'ai des rides ou j'ai les cheveux blancs. Mais cette espèce de battement régulier, à mon avis, n'indique que l'espace. Et son usure indique le temps. Au 4e top, il sera exactement 3h20, 10 secondes. Il a fallu attendre très longtemps pour associer les heures, et je crois pouvoir dire, sans risque de me tromper, que l'arrivée de l'horloge parlante diffusée par la radio a été probablement le moment où tout le monde, de Tourcoing jusqu'à Perpignan et de Brest jusqu'à Strasbourg, a eu en France la même heure, y compris à la campagne. Mais dans ma jeunesse encore, les paysans avaient l'heure solaire et les gens de la ville avaient l'heure qu'on appelait l'heure de la ville. Savoir qu'on pouvait imaginer en France des personnes distantes de 12 km qui ne vivaient pas à la même heure. Tenez, par exemple, le Pontifex Maximus à Rome était chargé des questions du calendrier. Et vous savez que comme le calendrier était un peu boiteux, le calendrier julien, il fallait ajouter quelquefois certains jours pour pouvoir faire cadrer les choses. Eh bien, lorsque le Pontifex Maximus avait emprunté beaucoup d'argent, il faisait sauter les jours où il devait rendre l'argent. Vous voyez? Donc il faisait fortune. Vous voyez bien que le temps n'avait pas cette espèce de flux absolument précis, découpé de manière rigoureuse entre des limites fixes. Donc quand vous parlez du temps au Moyen-Âge, c'est un temps qui est dirigé vers le salut dans l'éternité. Lorsque vous parlez du temps au XIXe siècle, c'est un temps porté par l'histoire, c'est le temps hegelien, c'est le temps marxiste, etc. C'est plus du tout le même temps. Le temps que nous vivons actuellement est un temps qui peut être considéré comme à la fois scientifique et administratif.
Qu'est-ce que c'est que la gravitation ou l'attraction universelle ? Les deux mots ont le même sens. Ils expriment cette découverte fondamentale de Newton, c'est que entre deux corps massifs, formés donc de matière, la Terre et la Lune, la Terre et une pierre, le Soleil et la Lune, le Soleil et Mars, s'exerce une force qui, si on la laisse agir, va rapprocher ces deux corps l'un de l'autre. Chacun d'eux va tomber sur l'autre. Gravitation, c'est la chute des corps pesants, ou comme on les appelait du temps de Newton, les graves. Newton est ressenti comme l'homme qui a compris et ordonné le mouvement des astres à partir d'une réflexion menée sur la Terre. Voilà quelqu'un qui a ordonné le cosmos d'un endroit du cosmos. Et cette formidable écho va traverser 2 siècles, le 18e et le 19e, en semant sur son passage une explosion d'activités astronomiques et notamment d'observatoires. Le but désormais va être, à l'aide d'instruments de plus en plus précis, de mesurer jusque dans leurs moindres détails le mouvement de tout ce qui bouge et de vérifier qu'aucun de ces mouvements n'échappe aux prédictions de la gravitation. Et sur ce chemin, nous allons rencontrer, par exemple, la construction d'observatoires dans des lieux qui jusque-là ne s'étaient pas signalés par une intense activité scientifique. La création d'une station d'observation à Leningrad marque l'entrée de la Russie dans cette explosion de la raison qui va être celle de tout le siècle des Lumières. Un astronome, Le Verrier, il prédit l'existence d'une planète proche d'Uranus, c'est Neptune. Comment fait-il ? Puisque chacun des corps s'attire par cette force universelle et que le mouvement de chaque objet est entièrement déterminé dans le vide qui sépare les planètes et les étoiles, il s'agit ici de planètes, dans le vide du système solaire, puisque le mouvement de chacun des objets est entièrement déterminé par l'ensemble des forces qu'il subit. Si un objet décrit une certaine trajectoire, cette trajectoire est le résultat de toutes ces forces.
On en connaît un certain nombre, celles qu'il subit de la part des planètes déjà connues. Jupiter, Saturne, les plus massives, mais aussi Mars ou Uranus, découvert au début de ce siècle. Si maintenant le mouvement s'écarte de la prédiction, c'est qu'il y a une force supplémentaire qui est présente. Quelle en est l'origine? Eh bien, les techniques mathématiques qui ont beaucoup progressé au début du XIXe siècle et qui ont permis de rendre compte des moindres irrégularités du mouvement des planètes, c'est notamment le travail de Laplace autour de la Révolution française, ces techniques mathématiques sont maintenant suffisamment raffinées pour que le plus petit écart résiduel du mouvement d'une planète puisse interroger sur l'origine de cet écart. Il y a une force qui n'a pas de source. Et on peut tracer cette source, ou traquer cette source plus précisément, et dire, là, dans ce point du ciel, tel jour, à telle heure, doit se trouver une source de cette force, une masse, une planète. C'est ce que fait Le Verrier. Les astronomes découvrent la parallaxe d'une étoile. Qu'est-ce que c'est que la parallaxe d'une étoile? C'est une chose très simple et tout à fait enthousiasmante dans sa simplicité. Il suffit que vous imaginiez le parcours de la Terre sur son ellipse autour du Soleil. Et ce parcours peut être considéré comme une ellipse qui a un grand axe. Et si vous faites l'observation d'une étoile à l'extrémité de cet axe, et une autre observation 6 mois après à l'autre extrémité du même axe, vous avez deux angles qui se dirigent vers l'étoile et qui sont à la base d'un triangle dont la base est précisément ce grand axe de l'ellipse. Et avec ce gigantesque triangle, on a une mesure extraordinairement précise de la distance de l'étoile grâce à la trigonométrie. D'un coup, on mesure la distance des étoiles. Du coup, on mesure la distance des étoiles et on la mesure de plus en plus précisément. Et cela fait qu'au début du 19e siècle, non seulement on a vérifié la théorie de Newton, mais tout d'un coup, le ciel s'agrandit de façon exponentielle. On était presque enfermé dans le système du monde, c'est-à-dire le système des planètes gravitant autour du Soleil, et tout d'un coup, les astronomes se mettent à observer, à étudier l'immense monde stellaire qui est infiniment plus éloigné que les planètes. Et ils regardent, et ils voient des choses que personne n'a vues avant eux, et ils décrivent ces choses. Tous ces objets qui ne sont pas des étoiles, qu'ils rangent dans une catégorie dont le nom est à l'égal du flou de la catégorie, les nébuleuses. Herschel, pointant un instrument de bonne qualité vers la Voie lactée, eh bien, il s'aperçoit que ce nuage laiteux, cette nébuleuse, est constitué d'étoiles. Ainsi, à une distance qui n'est pas déterminée, qui est beaucoup plus lointaine que les étoiles dont on vient de mesurer la parallaxe, se trouve un véritable semis de myriades, de milliards d'étoiles qui forment une espèce de système. Ce système, c'est ce qui va être appelé la galaxie, notre galaxie. Qu'est-ce qui tient toutes ces étoiles ensemble? Qu'est-ce qui en fait une espèce d'île de matière isolée dans l'espace? Bien entendu, la gravitation universelle. Et si un univers d'îles d'étoiles existe ainsi et contient le système solaire,
même si on n'a encore aucune idée de sa taille, pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres? Pourquoi l'univers ne serait-il pas peuplé de ces ensembles, de ces grandes îles de matière tenues par la gravitation, semées, réparties ainsi dans le vide qui les sépare? Mais comment est-ce qu'on fait le pas pour savoir que les étoiles bougent, que les étoiles ne sont pas fixes? Newton parlait d'une sphère sur laquelle il y avait des étoiles fixes. Il n'y a plus de sphère à l'époque dont on parle là. L'astronomie a effectivement vécu depuis l'Antiquité avec cette idée que les étoiles sont fixes. La parallaxe des étoiles leur donne un mouvement apparent, mais nous venons de voir que ce mouvement apparent n'est que la traduction du mouvement de la Terre autour du Soleil. Il n'est pas un mouvement propre des étoiles. Alors les étoiles ont-elles ou non un mouvement propre? Newton s'est posé la question puisque normalement la gravitation doit jouer entre les étoiles. Elles doivent donc tomber les unes sur les autres. Cette chute des étoiles existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? C'est Halley qui, le premier, va constater que la position de 3 étoiles brillantes reportées sur des cartes dans l'Antiquité n'est plus la même. Les cartes sont-elles fausses ou les étoiles ont-elles bougé? Eh bien, la réponse va être confirmée par des mesures faites jusqu'au début du XIXe siècle. Ce sont les étoiles qui bougent. Et Bessel, dans les années 1830, mesurera avec une grande précision, non plus sur une période de temps séparant l'Antiquité des temps modernes, mais sur une période de temps de quelques années, il mesurera le mouvement propre d'une étoile proche du système solaire et qui se trouve avoir un mouvement très rapide, l'étoile 61 de la constellation du Cygne. Qu'est-ce qu'on fait dans cette Voie lactée? Où est le Soleil par rapport à ces étoiles? Herschel propose un modèle de la Voie lactée qui va devenir le modèle de la galaxie. Le Soleil est situé sur le bord d'un disque qui contient les étoiles et dont il propose une première organisation dans l'espace. S'était contenté, c'était déjà remarquable, de montrer que cette lumière blanche qui nous vient du Soleil est en fait formée de un grand nombre de couleurs, non pas 7 comme on le dit pour la commodité du langage, mais en fait une infinité de couleurs. Fraunhofer va plus loin, il raffine le dispositif d'analyse de la lumière que Newton avait mis au point et il s'aperçoit que dans la lumière du Soleil, il manque certaines couleurs. Oh, elles manquent très peu. C'est un rouge tout à fait particulier. Nous dirions aujourd'hui une longueur d'onde de la lumière qui manque. C'est un tout petit peu d'un certain bleu, un tout petit peu d'un certain jaune. Et Fraunhofer met donc en évidence dans la lumière du Soleil, on dira dans le spectre du Soleil, c'est-à-dire cette lumière décomposée en ses constituants, l'absence de certaines couleurs. À quoi est due cette absence? Eh bien, c'est la naissance de l'astrophysique. Parce que ces couleurs absentes dans le spectre du Soleil, elles traduisent quelque chose sur les atomes qui sont présents dans le Soleil et qui sont la source de la lumière. Elles traduisent le fait que certains atomes sont présents dans le Soleil. Ainsi, pour la première fois, la lumière est décodée, le message de la lumière est décodé pour traduire quelque chose sur la composition physique de l'objet qu'il a émis. On ne parle plus seulement des étoiles, désormais, en termes de position dans le ciel, en termes de mouvement, on parle d'elles en termes de matière. En quoi sont-elles faites ?
du 19e siècle, en raffinant le spectrographe inventé en quelque sorte par Newton et Fraunhofer, on va décrire le fait que les étoiles rouges et les étoiles bleues n'ont pas le même spectre. Donc probablement leur composition, leur température sont différentes. On va introduire des classes d'étoiles. Et les observatoires du monde entier vont se préoccuper de photographier les spectres du plus grand nombre possible d'étoiles pour disposer d'une classification. C'est une sorte, si l'on veut, de zoologie stellaire, mais avec un outil d'analyse extrêmement raffiné que l'on va faire. Mais cette querelle, par exemple, y a-t-il des canaux sur Mars, est une querelle d'astronomes qui mettent l'œil à la lunette. L'un dit j'en vois et l'autre dit je n'en vois pas. Lequel a raison? Comment décider? Comment trancher entre les deux? Faire un dessin? Le premier fait un dessin, il y a des canaux. Le second fait un autre dessin, il n'y a pas de canaux. Qui a raison? Et tout d'un coup, l'observation astronomique réservée à celui qui met l'œil à la lunette devient communicable sous forme d'une image. Et quoi de plus parlant qu'une image? L'astronomie ressemble à une légende du monde. Vous diriez que l'astronomie est la légende du monde? Oui, parce que j'aime bien le mot légende, parce qu'il a deux sens. D'abord, le mot légende, c'est ce mot qui est en dessous de toutes les cartes, et qui veut dire comment il faut lire les cartes. Alors la science est un peu la légende du monde, dans ce que, quand vous regardez la science, elle vous permet de lire le monde. Et le mot légende veut dire aussi une histoire racontée. Quelque chose comme un mythe ou une bonne histoire d'autrefois, vous voyez. Et que ça soit dit dans un mot, c'est ça Jules Verne. Jules Verne, c'est assez de science pour que ce soit la légende du monde, c'est-à-dire cela vous fait comprendre, mais c'est aussi une légende, c'est-à-dire il vous raconte une histoire qui vous passionne toute la nuit. Donc le mot là tombe assez bien pour cet effort extraordinaire d'éducation et de récréation qu'a fait Jules Verne à cette époque. Et par exemple, il met en scène à Alger un jeune Gascon qui doit être lieutenant dans un régiment. Et à un moment, il arrive une secousse à l'Algérie
et une sorte de comète arrache une partie de la Terre et les entraîne dans le système solaire. Et là, ils visitent Uranus, Neptune, Mars, Vénus. Vous voyez, il y a une sorte de voyage extraordinaire dans le système des planètes. Vous voyez, le voyage de Jules Verne, qui est toujours le voyage dans la science, est en astronomie le voyage dans les planètes. Alors que le vrai voyage, à l'époque où il écrit, est pour les astronomes qui font de la science le voyage dans les étoiles. Et puis, dans un roman qui est le plus connu, alors parce que lui, il anticipe un peu, quoi qu'il soit une répétition d'anciens voyages, c'est l'astronautique. C'est le fameux couple de la Terre à la Lune et autour de la Lune, où 3 compagnons, américains et français, Nicole, Barbicane et Michel Ardan, creusent un puits en Floride, en forme de canon, qui s'appelle la Columbiad, du nom de Christophe Colomb. On y met un obus et les voilà partis pour la Lune. Évidemment, il y a des choses naïves. Il est probable qu'en réalité, les 3 astronautes n'auraient pas survécu à un choc pareil, et ils survivent. Mais il y a dedans, quelquefois, des images à la fois naïves et profondes, dont une m'avait beaucoup retenu autrefois. Il y a une vignette où sur le choc, ils avaient amené un chien. Ils avaient amené un couple de chiens pour les faire se reproduire sur la Lune. Et alors, sur le choc, un des chiens meurt, et il procède à ses obsèques. C'est-à-dire, il dévisse un hublot sur le fond de l'obus, et il laisse tomber, le chien qui s'appelle Satellite, bien entendu, il le laisse tomber dans l'espace. C'est-à-dire, il l'enterre, au sens que nous donnons à ce mot, mais ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus qu'une fine lamelle de métal qui les sépare du vide. Alors, il laisse tomber le chien dans le vide, et puis il l'oublie. Quand vous enterrez quelqu'un, vous le mettez dans la terre et vous l'oubliez. La terre est l'ensemble des oublis. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ne sont plus sur la terre. Et quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, par le hublot, ils voient une sorte de chose qui les suit. Et c'est le cadavre du chien. Vous voyez, eux qui sont en route à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure, vers le progrès le plus extraordinaire, ils traînent à côté d'un cadavre. Comme s'il y avait là une vignette tout à fait naïve. Et tout d'un coup très profonde, c'est-à-dire le rationnel absolu, l'obus, c'est-à-dire ce qui va le plus vite possible, le plus loin possible, avec le plus de progrès possible dans un horizon que nous ne pouvons pas imaginer, qui est le signe même de la science, emporter avec lui ce qu'il y a de plus noir et de plus dangereux dans l'anthropologie et le mythe, c'est-à-dire la mort. Pour observer les étoiles, les astronomes placent leurs lunettes sur des montures équatoriales. Qu'est-ce que c'est qu'une monture équatoriale ? Comment suivre le mouvement apparent des étoiles dû à la rotation de la Terre? Ce mouvement nous paraît très lent, quand on regarde la Lune qui se lève. Mais à partir du moment où le télescope donne une image avec
une grande résolution, beaucoup de détails. Ce mouvement est en fait très rapide. Comment suivre ce mouvement si par exemple on veut dessiner une planète ou même faire une photographie sans qu'il y ait un effet de bouger sur la photographie? Eh bien, il faut suivre le mouvement de l'étoile, compenser donc le mouvement de rotation de la Terre. L'invention de la monture équatoriale consiste à mettre le télescope sur un mouvement d'horlogerie qui va être, avec une très grande précision, qui va créer l'inverse du mouvement de la Terre, ou plutôt l'opposé du mouvement de la Terre. La Terre déplace le télescope dans une direction, le mouvement d'horlogerie va le déplacer dans une direction exactement opposée. Équatoriale, pourquoi? Parce que c'est la direction des pôles, et donc le plan perpendiculaire, celui de l'équateur de la Terre, qui définit le mouvement de la Terre. On va donc monter le télescope sur un axe parallèle à l'axe des pôles terrestres, et donc perpendiculaire au plan de l'équateur de la Terre. Ces montures équatoriales vont caractériser tous les grands télescopes construits, jusqu'à y compris le télescope du Mont Palomar et ses successeurs. On va s'interroger sur la qualité de la lumière et de la transparence du ciel pendant la nuit. Et le facteur est aggravé par le fait que les villes se chauffent au charbon et la population des villes augmente beaucoup à la fin du 19e siècle et l'atmosphère devient vraiment très peu transparente. Il faut s'en éloigner. Où doit-on aller? Et c'est là que commence cette démarche de s'élever. Pour que la lumière ait moins d'air à traverser entre l'étoile et la lunette ou le télescope. L'exemple peut-être le plus remarquable est l'observatoire de Lick, construit en Californie, avec au fond cet aboutissement de la ruée vers l'or. On arrive en Californie, eh bien on va construire un des plus grands observatoires de la fin du 19e, cette grande lunette de Lick, qui va être mise sur une montagne qui ressemble beaucoup à nos observatoires modernes, puisqu'elle est loin de toute ville et à une altitude où on est au-dessus des nuages
profitant d'une configuration météorologique tout à fait particulière à la côte californienne, le courant froid qui remonte l'océan Pacifique et qui longe la côte oblige les nuages à rester sur les collines très proches de la mer et un peu à l'intérieur des terres. C'est désertique. Placer un observatoire sur cette colline est une situation astronomique tout à fait excellente. Quelle est la différence entre une lunette et un télescope? Eh bien, d'abord, le trait commun. Dans les deux cas, il s'agit de collecter le maximum de lumière, plus que l'œil, en agrandissant la surface du filet à papillon, si vous voulez, qui va collecter la lumière. Mais ensuite, avec cette lumière ainsi collectée, sur une surface la plus grande possible, on cherche à former une image qui soit une représentation aussi fidèle que possible de l'objet que l'on regarde. Le Soleil, le satellite de Jupiter, une nébuleuse. Et la qualité de l'image dépend beaucoup de la technique avec laquelle on construit l'instrument. Alors, deux grandes approches vont être en compétition pendant tout le 19e siècle et jusqu'au début du 20e. Première approche, celle de Galilée, la lunette. On fabrique une lentille en verre qui donne une image. On va faire des lentilles de plus en plus grandes. Le triomphe de ces grandes lentilles, ce sont les grandes lunettes derrière lesquelles se trouve l'observateur qui regarde simplement cette image formée avec une loupe. Et ces grandes lunettes ont des lentilles qui atteignent presque le mètre de diamètre. Ce sont d'énormes blocs de verre qui doivent être transparents, qui doivent être polis avec un soin extrême. Et réaliser de tels blocs de verre très massifs, avec la qualité de transparence et les défauts inhérents au verre qui dispersent la lumière, dans lequel les rayons de lumière rouge et les rayons de lumière bleue ne suivent pas le même chemin, c'est d'ailleurs le principe du prisme, devient une entreprise extrêmement ardue. Et avec ces grandes lunettes de la fin du 19e, la technologie du verre optique atteint ses limites. C'est une impasse. On a fait ce qu'on pouvait faire de mieux. Il faut autre chose. Newton avait pressenti ce problème. Il savait bien que la lumière était dispersée par le verre, et donc s'était proposé de construire un instrument astronomique qui donnait aussi une image, avec un système formant l'image, ne dispersant pas la lumière. C'est le miroir. Un miroir dont la surface est métallique ou est recouvert d'argent réfléchissant, réfléchit les rayons de lumière, quelle que soit leur couleur, exactement de la même façon. Et Newton a donc construit le premier télescope à miroir, le premier télescope. Pourquoi a-t-on donc abandonné cette filière tout au long du 19e siècle dans les observatoires qui se construisent les uns après les autres? Eh bien, pour une raison simple, c'est que pour avoir une image de bonne qualité, il faut que la forme de la surface du miroir, sa concavité, ne soit pas la forme d'une sphère, comme Newton l'a construit, mais la forme d'une autre surface, une parabole, qui se distingue très légèrement de la sphère. Oh, très peu, quelques dizaines de microns ou centaines de microns, mais cette différence de forme dans la courbure suffit à faire que l'image astronomique, dans un cas, est acceptable, le télescope de Newton, et dans l'autre, est excellente, les télescopes modernes. Et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que Foucault, par des techniques de polissage optique, sache amener la surface d'un miroir à la forme parabolique.
On a alors l'ingrédient technique qui va permettre de construire des télescopes à miroir de grande taille et donc d'abandonner le principe de la lunette. Mais bien sûr, si dans un télescope à miroir, on renvoie à l'aide d'un miroir la lumière dans la direction d'où elle vient, où mettre l'œil? L'observateur ne va pas mettre la tête dans le faisceau de lumière. Il faut donc un jeu de miroir additionnel qui va extraire l'image du faisceau, la renvoyer sur le côté ou la renvoyer par un trou percé dans le miroir central ou d'autres configurations, jusqu'à l'endroit où l'observateur va la regarder avec sa loupe. C'est donc une géométrie différente dont on voit d'ailleurs très bien la trace en regardant ces images d'observatoires équipés de télescopes à miroir. La lumière devient à la fin du XIXe siècle omniprésente. Jusque-là, la seule source de lumière intense, c'est le soleil. Et voilà que l'électricité, l'arc électrique, conduit à l'illumination des villes, l'illumination des monuments. On saisit la lumière sur la photographie qui soudain explose, se répand, se multiplie. La lumière est partout. Il y a là une espèce de convergence entre la physique, les modèles les plus intelligents que l'on sache faire de la lumière, et puis l'expérience de tout un chacun qui se promène dans des villes qui sont désormais éclairées. Edison, qui invente l'ampoule électrique à incandescence, est également passionné par l'astronomie et son talent, s'il avait pu s'y exercer davantage, aurait sans doute conduit à des découvertes qu'on n'a faites que des dizaines d'années plus tard. On a quelques indices de ça dans les travaux d'Edison. Le fait que dans ce grand mouvement, le cinéma, Flammarion, Jules Verne apparaissent, n'est peut-être pas tout à fait l'effet du hasard. Les décharges électriques, la lumière, Maxwell affirme que c'est la même chose. Comment? Maxwell est, dans le ciel de la physique, un coup de tonnerre de même ampleur que Newton l'avait été 2 siècles plus tôt. Maxwell va montrer qu'il existe non pas une lumière, mais des lumières. Ou, autre façon de dire les choses, que notre œil ne perçoit d'un seul et même phénomène, la lumière, qu'une toute petite parcelle. En quelque sorte, on joue les atomes, les molécules, jouent la lumière sur un piano avec un très grand nombre d'octaves, depuis les notes très graves jusqu'aux notes très aiguës, et notre œil ne perçoit que quelques notes, entre le bleu et le rouge. Toutes les autres, notre œil n'est pas le détecteur adéquat. Et Maxwell va montrer que ces autres notes existent bien et qu'elles obéissent toutes aux mêmes règles et qu'elles sont de même nature physique. Cette démarche est absolument fondamentale puisque la préoccupation du XIXe siècle a été de comprendre la lumière, mais aussi a été de comprendre l'électricité et le magnétisme. 2 phénomènes, les aimants, les courants, les décharges électriques, qui passionnent les physiciens au XIXe siècle. Et voilà que Maxwell unifie la compréhension de l'électricité, du magnétisme et de la lumière dans un seul et même phénomène. Il ouvre donc la voie aux lumières invisibles, à celles que l'œil ne peut détecter. Et la première des lumières invisibles qui démontre le succès des travaux de Maxwell, c'est l'existence des ondes radio. Les ondes radio sont une lumière.